Allez, bienvenue, hein. On est de retour sur le plateau de la Grande Team. On est parti pour la deuxième période de l'émission. Merci d'être très nombreux. Merci de nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Et bien, n'hésitez pas à passer le message autour de vous. Hein. Je vous le dis tous les soirs, mais c'est très important. Je vous rappelle que l'émission est interactive. Elle se fait également avec vous. Vous pouvez nous envoyer des messages sur la page Facebook de la 3 concernant tout ce qui se dit sur le plateau, mais surtout concernant notre question fil rouge qui parle du football africain. Les moyens financiers seuls justifient-ils la domination des clubs du nord de l'Afrique? Évidemment. Eh bien, on attend vos commentaires là-dessus. Allez, Roger Stéphane est arrivé sur le plateau. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, ça va. D'accord. Oui, tout va très bien. Tout va très bien, ma chère Tia. Bon, vous étiez avec notre invité, hein? Ouais, quel joueur sympathique, hein? Ouais. Avec beaucoup d'informations sur le Maroc dont on parlera dans quelques instants. Eh bien, voilà, tout à fait. Sans plus attendre, eh bien, nous allons accueillir sur le plateau de la Grande Team l'attaquant de l'ASFAR au Maroc. Merci d'accueillir, comme il se doit, Monsieur Joseph Niadou. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Bon, ça a été pas trop long, l'attente. Non, ça va. Les Ça étirements va. sont faits, les échauffements sont faits, ça va? Tranquille, Vous ça êtes va. prêts, hein, Là, c'est un match hein, qu'on joue. Hein? Ouais, pratiquement, mais il me sent mieux sur un terrain de football. Bon, ça va aller, vous inquiétez. Ils ont l'air de mordre comme ça, mais ils sont très gentils, hein, vous inquiétez pas. Bon, alors, Joseph, vous avez évolué en 3e division et en Ligue 1 hein, en Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de cette période de votre carrière? Bon, je peux dire que c'était, dans les débuts, c'était très difficile parce que on connaît tous nos divisions inférieures, à part la Ligue 1. C'est très difficile de sortir de ce lot-là. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai saisi ma chance. Et après, j'ai sauté une étape, la Ligue 2, et je suis directement arrivé en Ligue 1, où j'ai évolué dans le club de Bassam, USCB. Yes. Et après, je suis parti à la FAD et puis c'est de là, c'est parti. Je suis arrivé au Maroc. Alors justement, comment est-ce que vous êtes arrivé au Maroc? Ça s'est fait par l'intermédiaire de qui? Expliquez-nous un petit peu. Bon, déjà, j'ai fini meilleur buteur de la FAD. J'étais parmi les meilleurs buteurs du championnat, donc forcément, j'ai été contacté par des agents, des personnes qui ont trouvé bon de m'expatrier, d'évoluer dans un championnat comme le Maroc, comme celui du Maroc, pardon. Et c'est de là, c'est parti. Alors, on reçoit beaucoup de joueurs hein, sur le plateau de la Grande Team qui nous expliquent que parfois l'intégration est difficile quand ils partent jouer à l'étranger, quand ils quittent la Côte d'Ivoire, quand ils quittent le pays. Comment s'est passée votre intégration, vous, au Maroc? Ouais, c'était ma première expérience, donc forcément c'est difficile. C'est difficile de se trouver dans un pays où la langue n'est pas forcément le français, même si on parle le français, mais ce qui est difficile, c'est que le mal du pays, le manque et tout ça, les nouvelles habitudes, plein de choses qui vous est pas familières, pardon. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais avec la grâce et tout, voilà, je suis arrivé à pouvoir trouver un bon moyen de pouvoir avoir la tête sur les épaules. Alors ça, c'est l'intégration vraiment dans le pays. Ouais, Maintenant, dans le au sein pays. du club, avec les coéquipiers, comment ça s'est passé? Bon, déjà, quand je suis arrivé, le coach qui m'aimait bien, qui a permis à ce que je sois là, voilà, il m'a aidé. Il a parlé à mes coéquipiers et tout. Il les a fait comprendre que voilà, on était une famille et que si on voulait gagner, il fallait être une famille. Et voilà, c'est comme ça. Il a essayé de trouver des voies et moyens. C'était pas facile, mais bon. Voilà, aujourd'hui, on est de très bons amis. On s'entend sur le terrain et puis voilà. Vous êtes heureux?
Ouais, je suis heureux. En tout cas, je suis bien. D'accord. Alors, on sait que les clubs marocains ont plus de moyens hein, que les clubs ivoiriens. Qu'en est-il du niveau du championnat? Ouais, le niveau, il est très élevé. Il y a des très, très bons joueurs. Même, il y a je pense bien qu'il y a des joueurs qui quittent même l'Europe pour jouer dans le championnat. Ouais, le niveau, il est très élevé. Et voilà, c'est ce qui explique. C'est-à-dire que le football marocain au niveau des clubs brille en ce moment. Hein. Ouais. Sur le dernier classement que j'ai pu voir, le Maroc est premier avec 187 points. L'Égypte est deuxième avec 180 points. Derrière, on a la Tunisie avec 140 points. Et puis un peu plus loin, quatrième et cinquième, on a la RDC et l'Algérie. Ouais. Les clubs tunisiens, mais marocains sont vraiment montés en puissance. Qu'est-ce qui explique que sur ces dernières saisons-là, c'est le Maroc qui domine je veux dire, le classement des meilleurs championnats sur le continent africain? Bon, la meilleure explication est très simple. Hein. À mon niveau, je dirais que ce sont les infrastructures. Ils ont tout. Ils ont tout pour réussir. Je pense qu'il n'y a que 2 clubs qui jouent sur le synthétique. Waouh! Bon, il n'y a que 2 clubs. Alors, tous les terrains que vous voyez là sont des terrains naturels et bien entretenus. Donc, ça leur donne la capacité de montrer tout leur potentiel et d'être au meilleur niveau. Ça veut dire que pour confirmer ça, j'ai pu voir les meilleurs clubs, Raja, Ouak, Berkane, Agadir. Tous ces 4 clubs-là sont aujourd'hui en demi-finale des 2 compétitions africaines, Ligue des Champions et Coupe de la Confédération. Mais ça montre bien à quel point les clubs marocains écrasent, j'ai envie de dire, tout le monde sur le continent aujourd'hui. Est-ce que sur ces derniers temps, il y a eu des actions particulières? Est-ce que sur ces derniers temps, il y a eu une politique particulière? Ou alors c'est la conséquence d'une histoire qui a été bâtie depuis longtemps par rapport au football marocain? Ouais, on peut dire que c'est quelque chose qui a été mis en place, qui est très suivi. Bon, j'ai cru entendre qu'ils ont planifié tout ça depuis bien longtemps et ils ont respecté. Ils sont restés dessus, fermes là-dessus. Et puis bon, voilà, ça a payé. Ah, ça paye. Ouais. Jean-Philippe. Moi, j'aimerais savoir quel est le niveau des rémunérations générales des joueurs et venant surtout de l'Afrique subsaharienne. Parce que tout à l'heure, on a senti dans vos propos que l'intégration de ces joueurs-là était un tout petit peu difficile. L'acceptation de ces joueurs par nos frères du Maghreb était un tout petit peu difficile. Est-ce qu'on ressent cette différence, cette difficulté également dans vos rémunérations, vos salaires? Bon, ça dépend. Ça dépend des joueurs, ça dépend du manager, ça dépend de ce que vous arrêtez du contrat et tout. Voilà, moi, à mon niveau, j'ai eu la chance de très bien discuter mon contrat. Voilà, à ce niveau-là, moi, j'ai pas vraiment eu de problème. En plus, je suis tombé dans un club qui paye, qui donne. Donc, il y a des clubs aujourd'hui dans l'élite au Maroc qui ont des retards de paiement. Ils ont des difficultés financières. Ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés. Il y a des joueurs qui ont des difficultés avec certains clubs. Voilà, c'est comme ça. Mais on a envie d'avoir une idée hein, pour faire une comparaison avec les réalités ivoiriennes. Au Congo, par exemple, il y a des salaires qui avoisinent les 2 millions, 2 millions 700. Une idée pour le Maroc, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que tous les athlètes, enfin les plus doués, quittent l'Afrique subsaharienne aujourd'hui pour aller jouer au nord et puis un peu plus loin en Europe. On a envie d'avoir une idée un peu du traitement salarial que vous avez là-bas du côté du Maroc. En gros, Si vous gagnez combien? Si vous ne voulez pas donner le montant exact, on va savoir si c'est en 6 chiffres ou en 7 chiffres. Une fourchette. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a des très très gros contrats au Maroc. Ouais, mais les montants, on va voir. Oh, bon, arrêtez de l'embêter, c'est bon. 7 chiffres. Oh, bon, je vais commencer à distribuer les cartons, là, c'est bon. Non, mais moi, je ne veux pas connaître le montant exact. Je veux savoir à peu près. Mais Tia, le salaire de Lionel Messi est connu. Ronaldo, c'est connu. Ça nous fait rêver. On a notre jeune star là. On veut avoir une idée de ce qui se passe au Maroc. Peut-être ça veut donner des idées à d'autres. C'est pas c'est pas que de commencer à courir. En tout cas, vous pouvez continuer. Rêver. Il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, donc nous recevons ce soir sur le plateau de la Grande Team l'attaquant du club de l'Asfar au Maroc, Joseph Niadou. Si vous avez des questions à lui poser, ben vous savez, oui, où ça se passe, tout simplement sur la page Facebook de la 3. Et je suis sûre qu'il se fera un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas, Joseph? Ouais.
Même s'il vous pose la question du salaire, vous allez... Non, on n'y reviendra plus là, c'est fini. C'est fini? Ouais, c'est fini. Tout sauf le salaire. Voilà, c'est bien. Allez, on va passer à la suite. On va passer à l'actu de ce soir. Et l'actu, hein, c'est évidemment Oroya AC, hein, ce rêve brisé. Oroya. C'est ce que j'ai dit? Oui, oui. Souvent, les gens ont un problème d'intonation avec mon nom. Allez, sortez. Non, sortez un peu. Merci. Il a envie de sortez. sortir. Ouais, Bien sortez. joué. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Allez, c'est l'espoir hein, de l'Afrique subsaharienne en Coupe africaine interclub. Eh bien, le Oroya Athletic Club de Guinée a été éliminé ce mardi en Coupe de la Confédération. On va quand même voir les temps forts, hein, Henri Jo, puisque vous avez suivi hein, la rencontre entre Pyramide FC et Oroya qui s'est soldée par un 2-0 pour Pyramide. Alors, bien évidemment, tout s'est effondré à 15 minutes de la fin du match pour le club de Oroya avec l'ouverture du score d'Ibrahim Hassan, entré 2 minutes plus tôt, qui a réussi à tromper le portier guinéen. Et 1 minute plus tard, on revoit toujours l'action. Le but le premier but et puis le bijou du capitaine de cette équipe de Pyramide, Abdallah Saïd, qui va réussir à inscrire le deuxième but, obligeant Moussa Camara à aller chercher pour la deuxième fois le but le ballon plutôt dans ses filets. Voilà, 2-0 pour l'équipe de Pyramide FC. On rappelle qu'il y a un Ivoirien qui évolue là-bas, même si sur ce match, il n'a pas été sur la feuille de match Wilfried Canon. Oui. Mais c'est son équipe qui se qualifie pour la finale. Bon, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Oui. Peut-être à la finale, il sera présent. Bon, allez, comme je suis de bonne humeur, revenez, Oroya Jean-Philippe. Oroya JP. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette élimination du club de Oroya, Joseph? Bon, c'est un peu triste pour eux. À ce niveau-là, et un pas de la finale, c'est pas bien. Ça fait mal. Hein? Ouais, ça fait mal, ça fait très très mal. Ouais. Non, on a un sentiment de déception par rapport à l'élimination de cette équipe de Oroya. Ils ont résisté, ça s'est joué dans le dernier quart d'heure, 74e et 75e minute, pour une belle équipe de Oroya qui a fait une superbe campagne dans cette compétition. Ils avaient quand même quelques joueurs qui étaient absents. Boniface Abba, le milieu de terrain guinéen, très bon joueur qui était absent. Oui. Enoch Atta, le Ghanéen, l'ailier, qui était également absent. Donc c'était 2 joueurs importants qui étaient absents pour raison de Covid, je crois, pour cette demi-finale. Et donc ça pesait un peu sur l'équipe de l'entraîneur Lamine Diaye. Mais enfin bref, bravo à l'équipe de Oroya qui était la dernière équipe, mais vraiment la seule équipe de l'Afrique subsaharienne présente à ce niveau de la compétition. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ça aussi la réalité du football au haut niveau. Les équipes du Nord sont en pleine forme en ce moment. Bravo à Oroya qui tombe les armes à la main, on va dire. Ce n'est que partie remise, certainement que l'équipe guinéenne reviendra la saison prochaine. Mais moi, je ne vais pas être fataliste avec le parcours de cette formation d'Oroya. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'on n'a pas vu des clubs d'Afrique de l'Ouest arriver à un tel niveau, au niveau des compétitions africaines. Généralement, ce sont les clubs congolais qui représentent très bien l'Afrique subsaharienne, avec les Vita Club ou le TP Mazembe. Aujourd'hui, on a le Oroya quand même qui est en train de reprendre le flambeau ouest-africain de l'ASEC d'Abidjan, qui était la dernière grosse formation ouest-africaine à réussir à Enyamba, bon, ils ont remporté la Ligue des Champions, c'est vrai, récemment, mais après les 2 titres consécutifs, ils ont disparu des radars pratiquement. Et c'est l'ASEC qui, avant que, je dirais, certaines difficultés surviennent du côté de Solbeni, n'y arrive plus. Donc pour moi, aujourd'hui, Oroya est en train de reprendre ce relais-là. Ce n'est qu'une partie remise. Je pense que l'année prochaine, avec peut-être quelques éléments, ils pourront pourquoi pas accrocher une finale africaine. Est-ce que vous pensez que cette élimination va remettre en cause l'ambitieux projet de ce club? Non, pas du tout. Je dirais aux Guinéens de se référer un peu au parcours de l'ASEC Mimosa avec l'arrivée de Maître Roger Ognien à la tête de l'équipe en 1989. En 1995, l'ASEC perd la finale face à Orlando Pirates, à Abidjan même. Voilà, donc 3 ans après, l'ASEC remporte la Ligue des Champions face aux Dynamos d'Harare. Donc, en se référant à ce parcours de l'ASEC Mimosa, l'équipe d'Oroya peut quand même rêver parce que déjà, ce n'est que partie remise, comme le disait JP, sur cette compétition malheureusement éliminée. Donc, ils peuvent quand même surfer sur cette dynamique positive dans cette édition-là pour essayer de rebondir les années à venir. Non, pas du tout. Ils n'ont pas à se décourager.
les grands succès naissent généralement des grandes douleurs. C'est un peu comme ça, le cycle de la vie. L'année dernière, ils ont été éliminés au tour des barrages de la Ligue des Champions par la GS Kabylie. Cette année, ils sont demi-finalistes de la Coupe de la Confédération. C'est quasiment un pas en avant. L'équipe se construit, l'équipe se bâtit. Quand Antonio Soare, le président du club, arrive en 2011, l'équipe n'est pas championne de Guinée depuis 10 ans. Le dernier titre avant l'arrivée de Soare remonte à 2001. Donc le président, il travaille, il fait ses premières réformes en termes de restructuration au niveau du club, administration, équipement et tout le reste. Le club enchaîne une série de titres de champions de Guinée. Depuis 2011, ils sont quasiment champions de la Guinée. Seule l'édition de 2014 leur a échappé au profit de l'AS Kaloum, mais l'équipe est là. Et aujourd'hui, elle compte parmi les grands clubs sur le continent africain. Et ça, c'est des éléments à prendre en compte et à capitaliser pour la suite de la vie de ce club qui est en train de se bâtir. Parce que du côté de la Guinée, il y a un projet faramineux qui a été mis sur pied depuis quelques années par Antonio Soare. Ça montre bien que ce club-là est en train de se bâtir. D'accord. Joseph Niadou, est-ce que vous pensez que le départ à la retraite d'Aristide Bansé pèse sur cette équipe? Il leur manque quand même quelque chose, un élément très important aujourd'hui. Oui, forcément, parce qu'il apportait quelque chose quand même à l'équipe. Donc, s'il n'est pas là aujourd'hui, il pète quelque chose forcément, mais ça ne doit pas arrêter le club. Moi, je ne pense pas. Voilà. Non, ça veut dire que Bansé a apporté quelque chose à cette équipe de Oria, comme il l'a fait d'ailleurs avec son passage ici à la SEC Mimosa. Oui. Mais il s'inscrit dans un projet qui s'est bâti, comme je l'ai dit, là-bas du côté de la Guinée. Le centre sportif Yoro Goudia. C'est un projet immense. 3 axes. Vous avez les loisirs avec un hôtel et tout ce que cela entraîne. Vous avez une académie qui est construite et qui peut accueillir 80 pensionnaires. Et puis vous avez le professionnel avec des terrains synthétiques, des terrains d'entraînement. On parle même d'un club, d'un stade de 15 000 places. Donc l'équipe est en train de, le club, j'ai envie de dire, est en train de faire sa révolution. Un peu à l'image de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, à l'image de la SEC Mimosa à Abidjan, à l'image du FC San Pedro qui est en train de se bâtir, Oria de Guinée est en train de se positionner en Afrique de l'Ouest comme une équipe d'avenir qui se construit comme les grands clubs du côté du nord du continent africain. Et donc ce projet-là est capable d'amener des joueurs comme Aristide Bansé, est capable d'amener les grands joueurs du continent pour donner les résultats que nous avons là avec cette équipe de Oria. Et donc c'est un projet mais important qui montre aujourd'hui l'ambition de ce club guinéen qui est en train de se hisser progressivement au sommet, au niveau des grands clubs sur le continent. Tout simplement bravo au président Soare et bravo à cette équipe de Oria de Guinée. D'accord. Alors, on arrive tout de suite à la question sondage, puisque la finale de la Coupe de la Confédération se jouera dimanche entre Pyramide FC et le club de Berkane. Encore une finale avec 2 équipes du Maghreb. Alors, notre question, je la rappelle, les moyens financiers seuls justifient-ils la domination des clubs du Nord? Vous allez utiliser les petites ardoises là devant vous. Oui ou non? Ouais, c'est comme à l'école, retour sur les bancs. Donc oui ou non? Je répète ma question. Les moyens financiers seuls justifient-ils la domination des clubs du Nord? En d'autres termes, est-ce que c'est parce que les clubs du Nord ont plus d'argent que nous en Afrique subsaharienne? Est-ce que c'est ça qui justifie le fait qu'ils aillent toujours très très loin dans les compétitions continentales? Allez, on y va. Oui ou non? Alors, tout le monde dit oui et vous, non, Henri Jo. Alors, on commence avec vous, tiens, Jean-Philippe. Ben oui, parce que les moyens financiers au niveau du football, au niveau du sport en général, vous permettent d'avoir, entre guillemets, tout. Les moyens financiers vous permettent d'acheter les meilleurs talents. Les moyens financiers vous permettent d'avoir les meilleurs encadreurs techniques. Et puis vous permettent également d'être influent dans certaines décisions à un très haut niveau, concernant l'organisation même de l'activité sportive dans laquelle vous œuvrez. Donc à mon sens, aujourd'hui, on a vu du côté du Maghreb et du côté de l'Afrique arabe la puissance de ces clubs qui arrivent même souvent à imposer certaines décisions à la Confédération africaine de football, comme on a pu s'en rendre compte dernièrement lorsque cette confédération a voulu organiser, je sais pas, un Final Four ou un Final 8. Ces clubs se sont opposés et finalement on est revenu à une formule beaucoup plus classique. Moi, je pense qu'il faut, à l'image de certains clubs de l'Afrique subsaharienne, chercher les moyens, se bâtir, se structurer avant de véritablement attaquer ces différentes compétitions. Henri Jo. Merci Jean-Philippe pour la suite, parce qu'il a parlé de se bâtir, se construire. Oui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu des clubs qui ont eu des moyens, notamment l'époque Africa, où on a tous dit ici, Simplice de Messé-Zansou, quand même, était l'homme fort. Mais bon, il n'a pas dominé l'Afrique.
comme le font. On n'a pas dominé l'Afrique. À l'époque, Donnez-moi. Il n'a pas bâti le club. Il n'a pas bâti le club. Il n'a pas dominé l'Afrique. Pendant combien de périodes? Il a joué finale de Coupe d'Afrique des Champions. Il a joué, il était vainqueur de la C2. L'Afrique était vainqueur de la C2. Attention. Et puis ensuite, c'est une époque où le football ivoirien quand même arrivait au minimum en demi-finale de la compétition africaine. Non, c'est ce que j'essaie de vous dire. S'il vous plaît. Dominer, c'est allez arriver au bout de très haut. votre propos. On parle ici de dominer. Certes, vous avez les moyens financiers, mais quand même, il faut être capable d'organiser, il faut être capable de structurer, il faut être capable de doter le club d'infrastructures lui permettant d'exister ou de dominer, comme on le dit, sur une longue période. Les moyens, on peut avoir les moyens, mais puis derrière, le club ne peut ne pas véritablement fonctionner, comme on le dit. Donc, les moyens financiers seuls ne suffisent pas. Il faut organiser et il faut faire partie, il faut envoyer des personnes capables de suivre votre projet quand on a envie d'aller de l'avant. Ça veut dire que pour beaucoup en tout cas, les moyens financiers sont importants. Les moyens financiers sont importants. Tous les clubs puissants au monde sont riches et l'Afrique n'y échappe pas. J'ai jeté un coup d'œil sur le dernier classement des clubs les plus riches du continent africain. Le TP Mazembe est 10e, 4 milliards budget. Le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud est 3e, 12 milliards. Pour le reste, vous avez que les clubs du Nord. Al-Ali, Zamalek, Espérance, l'USM Alger, etc. Et ce sont eux aujourd'hui qui dominent les compétitions au niveau des clubs. Si vous prenez les 4 demi-finales, Ligue des Champions, Coupe de la Confédération, vous avez ces clubs-là qui sont représentés, dont les 4 clubs marocains, mais qui sont puissants. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas négliger, la question des moyens. Qu'est-ce qui bâtit aujourd'hui le Football Club de San Pedro? Ce sont les moyens. Qu'est-ce qui bâtit aujourd'hui l'équipe d'Oroya de Guinée? Ce sont les moyens de son président, qui est un homme d'affaires prospère. Qu'est-ce qui a bâti la SEC Mimouza? Le projet de Mej Onyen, accompagné par le soutien des actionnaires, avec des moyens qui arrivent à bâtir le club. Donc les moyens financiers, comme tous les grands clubs dans le monde, les moyens financiers, à mon avis, restent l'élément principal, l'élément capital qui permet de bâtir des grands clubs. Et c'est ce qui s'est fait dans le nord du continent africain. D'accord. Joseph Niadou, on aimerait savoir ce que vous en pensez aussi. Hein? Ouais, moi je pense que c'est très important les moyens, parce que ça aide quand même à garder les talents dans le championnat. Vu qu'il y a les moyens, par exemple au Maroc, il y a peu de joueurs qui ont envie de sortir du pays. Qui sortent du pays parce qu'il y a déjà les moyens. Dans le championnat. Donc, ce qui facilite aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le WAC, les 4 grands clubs dans le championnat qui gardent la tête. Quand vous regardez ce club, Oroya de Guinée, est-ce que vous pourriez être tenté par une aventure là-bas? Bon, on ne sait jamais. On ne dit jamais, mais voilà, ça C'est pas très convaincant, ça. Hein? Non, on sait que vous êtes bien au Maroc, ça, on l'a bien intégré. Ouais. Mais est-ce que, quand vous voyez quand même ce club, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il réussit à faire aujourd'hui, est-ce que, si on vous appelle pour faire partie de la continuité de ce projet... C'est tentant, je peux faire partie du projet. Ça ne me dérange pas. D'accord. Alors pourtant, en avril dernier, c'est vrai que vous avez prolongé jusqu'en 2024 à la SFAR. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans le discours des dirigeants? Bon, je pense qu'après, ça a été une erreur parce que je n'ai pas encore prolongé le contrat. Ah, d'accord. Voilà, ça a été une erreur. J'ai toujours mon contrat qui finit jusqu'en 2021. En ce moment, on est en train de parler des négociations avec le club qui veulent que je renouvelle. Donc, ils sont en train de parler. Donc, voilà. Vous avez eu d'autres propositions ou pas encore? Oui, j'ai eu des propositions dont j'aimerais taire. Je n'ai pas envie de parler. On peut savoir quand même dans quelle région? Soit au Maroc, en Égypte, en Europe? Il y a des clubs qui sont intéressés, même dans le championnat marocain et même aussi à l'extérieur. En Europe? Ou du côté du Moyen-Orient? Le Golfe, partout. Ouais. Vous avez terminé 6e avec votre club phare de Rabat avec 45 points. Ouais. 15 points derrière l'équipe du Raja qui a été championne avec 60 points. Est-ce que vous pensez que la saison qui vient, votre club là, sera en mesure d'aller titiller Raja, le WAC,
les grands ténors, les grosses écuries du football marocain? Aujourd'hui, moi, je dirais que cette saison, ce qui nous a manqué, c'est l'expérience. Parce qu'on a eu l'équipe a été renouvelée à 90%. Voilà, donc ce qui nous a vraiment manqué, c'est l'expérience. Et comme la première saison nous a appris beaucoup de choses, je pense que la saison qui va débuter là, on va faire quelque chose de bon. On va créer la surprise, je pense. Joseph Niadou, est-ce que vous pensez à l'équipe nationale? Évidemment, évidemment, c'est ma patrie, c'est ma nation, on a envie de servir son pays. L'entraîneur Patrice Baumel est arrivé, il a fait une large liste. Ouais. Quand vous voyez Juma Saïd qui évolue du côté du Koweït être appelé en sélection nationale, ça vous laisse quand même de l'espoir. Ouais. Est-ce que vous avez été contacté par l'entraîneur, un membre de son staff, qui au moins a eu à vous dire que vous êtes suivi dans cette optique? Non, pas encore. Pas encore. Mais ça me ferait plaisir. Le challenge est gros. C'est un gros challenge. Parce que là, il parle de Juma Saïd. Il y a Kwame Christian également qui était là. On les a essayés là, sur les 2 matchs des éléphants. Ça n'a pas été très fameux. Ça montre que dans cette équipe des éléphants, il y a de la concurrence, il y a de la qualité, mais pas possible, notamment devant, sur les ailes et les différents compartiments de jeu sur le front de l'attaque. Est-ce que quand vous regardez ça, vous dites, moi, je suis capable d'aller rivaliser avec eux pour avoir ma place dans cette équipe des éléphants? Ce sont vous savez, en équipe nationale, ce n'est pas pareil que dans les clubs. Quand on vient en équipe nationale, c'est différent, c'est pour la patrie. Ça exige... Il y a une motivation supplémentaire. Merci. Et moi, je ne dirais pas que je suis meilleur que eux, mais si jamais on me donne ma chance en sélection, je ferai l'effort pour la saisir. Alors, justement, moi, je vous ai vu jouer du côté de l'AFAD. Hein. Baroudeur, voilà, quelqu'un qui est lui seul capable de bousculer toute une défense avec la force physique. Aujourd'hui, au sein de cette équipe des éléphants, on a besoin de ce poste-là, de numéro 9. Est-ce qu'aujourd'hui, si Patrice Baumel vous appelle, vous serez capable de quand même réussir à vous imposer dans cette équipe des éléphants? Quand vous voyez votre saison que vous avez eue avec votre équipe et surtout votre parcours que vous avez eu depuis le début de votre carrière. Bon, alors, excusez-moi, le talent peut être là, mais il faut aussi de la chance. Moi, je crois en mes capacités d'avant-centre et je dirais qu'il faut aussi de la chance pour pouvoir s'imposer. Voilà, parce que moi, je suis beaucoup croyant, je crois en Dieu et tout ce que je fais, je mets Dieu devant. Et je pense que il faut vraiment un appui, voilà, de Dieu pour vraiment nous soutenir dans cette marche. Mais vous souffrez souvent de la comparaison du niveau de vos différents championnats. Dans une équipe des éléphants où on a des joueurs d'Arsenal, du Milan AC, de Crystal Palace, là-bas sur le front de l'attaque, on a souvent du mal quand même à aller chercher un joueur qui évolue dans le championnat marocain, qui se débrouille bien, aller le chercher pour avoir la place qu'occupent en ce moment ceux qui sont dans les championnats UP du côté de l'Europe. Est-ce que ce type de comparaison-là vous gêne un peu, vous dérange un peu, vous autres assez bons joueurs qui évoluent encore sur le continent africain? Bon, ça ne dérange en rien. Le seul gros souci, c'est qu'eux, ils sont dans de grosses équipes. Et nous, on est... Bon, après, c'est le football. Ça ne veut pas dire que parce qu'il joue dans une grosse équipe qu'il sera forcément bon en équipe nationale et vice-versa. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de savoir saisir sa chance et au bon moment. Et voilà. Joseph Niadou, dernière question. On aimerait savoir quels sont vos objectifs personnels. Bon, mes objectifs personnels, c'est un jour de porter le maillot de la sélection ivoirienne. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis bien longtemps. Et puis bon, réussir à parler, voilà, de moi, parce que parler de moi aussi dans des championnats comme le Maroc permettra aussi aux jeunes locaux qui évoluent ici dans le championnat de pouvoir aussi un jour arriver là-bas. Si on fait bonne prestation,
ils auront aussi des yeux sur nos jeunes locaux. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Joseph Niadou. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part bonne chance, bonne réussite Merci. Une santé de fer sur Une santé, hein? Moins de blessures. Moins de blessures. Pas de blessure. Pas de blessure. Pas de blessures. Comment on dit Un carton jaune. Les blessures, Le ça gars n'est pas vient. bien. Non, pas de blessure. Et puis, sélection en équipe nationale. Voilà. On en a connu en sélection nationale, Zokora Didier, il ne s'est pas blessé pratiquement. Allez, D'accord, merci ok. beaucoup. On va marquer une nouvelle pause dans cette émission. Joseph Niadou, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci. C'est la maison. Merci. Vous êtes ici chez vous. Donc, dès que vous êtes de passage, dès que vous avez envie de nous faire un petit coucou, eh ben, vous venez, vous êtes le bienvenu. Merci. OK. Merci beaucoup. Allez, ne bougez pas, n'allez pas très loin, puisque Yellow va nous rejoindre pour la suite de l'émission. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h. On va débriefer un petit peu cette nouvelle journée de l'UEFA Champions League. Et puis, plein d'autres choses. Ouais, il y aura un petit jeu à la fin de l'émission, comme d'habitude. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça.